Coucou les gros bidous, j'ai pris vos demandes et je vous propose d'explorer quelques cartes d'arcane majeure. Cette vidéo elle s'inscrit dans une série et la première a été publiée avant celle-ci et elle replace dans un contexte historique ou critique ce que sont les arcanes majeures du tarot. Maintenant on entre dans le vif du sujet. On va vraiment parler des cartes que vous m'avez demandé, à savoir à l'empereur, qui va aussi être l'occasion d'aborder les différences ou comment contrer un côté trop genré des différences entre impératrice et empereur, et puis du coup les reines et les rois dans les figures de cour. Donc on est dans tout ce travail de queerisation du tarot. Puis on va aussi parler de l'ermite, et on va parler de la tempérance, le tout en faisant référence aux façons de classer ou de comprendre ou d'organiser l'arcane majeur pour mieux comprendre le tarot. Si à un moment vous êtes perdu avec ça, n'hésitez pas à retourner voir la première vidéo qui va certainement vous orienter. Un truc que je me sens obligée de redire, les gros bidous, c'est... N'oubliez pas, c'est mon interprétation, c'est des pistes d'interprétation, c'est même pas l'entièreté de mon interprétation. Mais voilà, pour répondre à votre question, si je pense quelque chose que vous pensez pas la même chose, ça veut pas dire que j'ai raison ou que vous avez tort, ça veut pas non plus dire l'inverse, ça veut juste dire qu'il y a moyen de penser beaucoup de choses à propos des cartes, de se les réapproprier de façon différente, de les interpréter de façon différente, et pas de stress, en tout cas je ne vous le souhaite pas, il n'y en a pas de mon côté, c'est juste comme ça, c'est la diversité du tarot et des approches du tarot. L'empereur. Alors une des raisons pour lesquelles on cale souvent sur ces premières cartes-là, c'est que les figures qu'elles représentent, les archétypes qui sont là, sont extrêmement genrés et que c'est assez difficile. Quand on veut sortir le tarot des binarités, comme par exemple c'est l'envie de ce jeu-ci, le Fit Spirit, qui est un tarot non binaire, c'est assez difficile vu tout ce qu'on a accroché quoi, au niveau de tout ce que ça véhicule socialement, ces grandes idées, ces grands archétypes. C'est assez difficile de s'en débarrasser, de rentrer dans les cartes et d'interagir avec elles sans ça. Bon, alors il y a des gens qui décident de faire avec ça et de se les réapproprier dans une optique féministe, hein, c'est toujours assez compliqué, c'est à chacun son truc. Parce que, donc voilà, je pense que je ne vais pas prendre le temps maintenant de vous dire tout ce que je pense du côté genré de ces cartes du tarot et de ce qu'on peut faire comme alternative au côté genré, parce que là on est parti pour des heures, donc je vais juste parler ici de l'empereur qu'on pense souvent face à l'impératrice et dans ces connotations très fortes de sexistes, hein, souvent, okay. Mais pas dans le Fit Spirit. Dans le Fit Spirit, il y a quand même eu un jeu qu'elle a eu, la personne qui l'a créé, qui s'appelle Charlie Burgess. C'était, je le dis de mémoire et peut-être je me trompe un peu, mais c'est que dans l'impératrice, on a quelque chose d'être très dans la nature et au contact de la nature, dans l'incarnation, dans la corporalité, tout ça. Et alors, elle fait une espèce de binarité, mais pour les dépasser, en disant que l'empereur va plutôt incarner ou représenter, disons, puisque j'ai déjà dit que l'impératrice était l'incarnation, donc on va essayer de dire ça différemment, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la civilisation. Et donc de notre envie, ici on a quelqu'un qui a l'air d'être architecte ou ingénieur, il y a des plans, il y a de la construction, ou menuisier, tous ces trucs-là. En tout cas, du coup, quitte à avoir ces deux cartes comme des cartes qui sont qui vivent dans le contraste de l'une avec l'autre, j'aime bien l'idée, parce que la façon dont c'est écrit dans son bouquin, il faudrait que je retourne voir, mais on n'est pas dans le traditionnel clivage nature-culture et tout ce qu'il y a de super problématique avec ça et de comment ça nous a mené à l'exploitation de la nature pour qu'on en soit où on en est aujourd'hui au niveau du réchauffement climatique, à ce que ça nous a mené en termes d'androcentrisme, de colonisation et tous ces trucs-là, et puis d'histoire du patriarcat aussi. Mais c'est plus subtil. Mais bon, il faudrait que je relise, mais j'avais quand même envie juste vous donner cette idée. Les premières choses que je dirais sur l'empereur, c'est que c'est quelqu'un qui résonne, qui elle construit, et elle bâtit, et elle est dans la structure, et elle est dans l'ancrage.
des choses plutôt de long terme, des choses pérennes. Et en même temps, au moment où j'ai dit ça, je dois aussi vous rappeler que c'est une carte qui est sous l'égide du signe du bélier, et du coup de la planète du bélier qui est Mars. Et donc on a aussi cette idée d'une énergie qui est très spitante, comme on dit en belge, hein, qui est très présente, qui est très rentre dedans, qui fonce. Donc c'est aussi une énergie, c'est le courage de construire ces structures, c'est le courage de bâtir ce dont on a besoin pour se protéger, pour protéger nos proches, pour avancer. Et toutes ces choses me semblent quand même vraiment importantes. Il y a toute une tradition où on associe l'empereur au patriarcat ou aux autres systèmes de pouvoir, et à l'oppression, à l'autorité, à des figures comme ça qui sont très oppressive. Et je dis pas que c'est pas le cas, je dis pas que ça vient jamais avec la carte de l'empereur, mais je trouve qu'une revisite queer ou féministe de cette carte, ça n'est pas tellement de la voir comme représentant ça dans le tarot, mais c'est plutôt de voir cette carte comme une... J'aime pas dire qu'il y a des cartes positives et négatives, mais de ramener quand même quelque chose de plus constructif dans cette carte-là. Et sans nier qu'elle peut parfois avoir ces connotations-là, je voudrais vraiment absolument nous enjoindre à ne pas nous limiter. Et du coup, moi, vraiment, je la lis quasiment jamais comme ça. Mais les personnes qui sont plus dans la cartomancie traditionnelle peuvent pas, peut-être vont plus avoir cette habitude et vont dire que ça revient quand même vraiment dans leur tirage. Et si elles peuvent pas lire comme ça, alors quelle autre carte va symboliser ça? Mais je pense qu'il y a plein d'autres cartes qui peuvent nous permettre de voir les structures de pouvoir, et je trouverais ça dommage que l'empereur ne soit que ça. Je trouve que c'est intéressant justement de pouvoir voir les structures et ce qu'on bâtit et comment on s'organise socialement, comment on fait collectif et qu'est-ce qu'il faut pour faire collectif et tout ça d'une façon constructive. Et aussi du coup c'est notre rapport collectivement ou personnellement à la hiérarchie et au pouvoir. Mais je pense pas qu'elle symbolise le pouvoir, mais le symbole au pouvoir. Donc par exemple, si on essaie de s'organiser politiquement dans un projet militant par exemple et tout, c'est super cool, on est super motivé, et si l'empereur arrive, elle va nous inviter à réfléchir à comment on met de la structure, ou bien oui, comment on s'organise et comment on se répartit les rôles, justement d'une façon qui n'est pas hiérarchique. C'est la carte 4, c'est vraiment cette carte numérologique de stabilité, de structure. C'est avoir quatre pattes, comme la chaise sur laquelle je suis assise, c'est avoir de quoi tenir avec un maximum d'équilibre. D'ailleurs, tout comme mes chats qui ont leur centre de gravité beaucoup plus bas que moi et qui sont beaucoup mieux sur leurs papates que moi sur les miennes. Hein. Et quitte à ce que l'empereur soit une carte de pouvoir, alors pour moi, ça représente le pouvoir qu'on a, personnellement ou collectivement. Le pouvoir et la volonté de s'émanciper, de s'autonomiser, de construire. Ça peut faire aussi écho du coup à la carte des amoureux, amoureuses. Et du coup, ce pouvoir-là, c'est aussi notre vision par rapport à une carte comme l'impératrice, qui est une carte que je vais davantage voir comme une carte de l'instant présent, de pouvoir être là, maintenant, et de profiter, d'écouter, de ressentir, de recevoir. À l'inverse, je trouve que et qui est une forme de pouvoir, ou en plus de puissance peut-être avec l'impératrice, et du coup le pouvoir de l'empereur, c'est celui qu'elle a de se projeter, d'avoir une vision et de s'y tenir, et de se donner les moyens de cette vision. Et donc on a ce côté volontaire et têtu du bélier, mais qui ne doit pas du tout aller forcément de pair avec un pouvoir sûr, mais un pouvoir du dedans, un pouvoir libérateur, mais pas un pouvoir oppressant. Et ça, c'est quand même la base de la base. Je pense pas que l'empereur doit représenter un pouvoir sûr. Mais elle représente une forme de pouvoir malgré tout. Ouais, le pouvoir d'envisager ce qu'on veut construire et comment, et de s'en donner les moyens et de s'organiser pour.
et, et de s'entourer pour. Tu dis bonjour à la foule en délire ou pas? Non. Parler de l'impératrice et de l'empereur, ça m'amène à une autre question qui m'a été posée, qui est la seule qui ne fait pas référence aux arcanes majeures, qui est le roi, les reines et les différences entre elles, si je ne me trompe pas. Et c'est intéressant parce que je crois que c'est des figures qui font un écho appliqué à chaque fois à la série ou aux suites qu'elles représentent, qui font un écho à ces deux cartes d'impératrice et d'empereur. C'est mon impératrice de rêve, ma petite chef adorée. Elle est trop chouette. Et donc c'est quand même vraiment très utile de comprendre cette différence-là pour comprendre les rois et les reines. Bon, je vais dire ce que je dis toujours et qui est très simpliste, mais au niveau des figures, donc on a, j'utilise plutôt les termes anglophones ici, page, cavalier, cavalière, reine et roi. Et du coup, ces deux-là, qui sont parfois difficiles à distinguer, vont se révéler dans comment, au niveau de la suite, donc pentacle, bâton, coupe ou épée, l'élément va être compris et intégré. Et là, une reine, j'utilise le genre féminin, mais n'oubliez jamais qu'on peut l'utiliser à n'importe quel niveau. Une reine, ça représente cet élément qui est compris, incarné, qui fait partie de nous, dont on a une connaissance extrêmement intime et du coup qu'on va irradier d'une façon à pouvoir le recevoir et le donner à notre entourage proche, au quotidien, à le vivre, à le ressentir. Donc on est dans ce côté très sensoriel, encore une fois, de l'impératrice aussi, très vécu, très dans l'instant, oui, dans le vécu, dans le corps, mais pas dans le... Alors, dire c'est les reines et c'est le corps et c'est les rois et c'est l'extérieur, bien sûr, il y a toute l'histoire sexiste de ce qu'on a mis dans c'est quoi les femmes et c'est quoi les hommes qui vient faire que c'est super compliqué de dégenrer ces cartes-là. Reine, roi, qu'est-ce qu'on fait avec des noms pareils? C'est pour ça que moi j'ai un amour infini pour les tarots qui renomment ces cartes-là parce que c'est très très difficile de faire autrement. Bien sûr, ça représente pas du tout quelqu'un qui a ce genre ou ce sexe-là. Ça ne représente pas non plus des attributs qui sont genrés. Jamais je vais vous dire féminin, masculin ou homme-femme par rapport à ces cartes-là. Ok? Mais malheureusement, se réapproprier le tarot et le queeriser, c'est aussi beaucoup de travail et parfois avoir l'impression de marcher sur des œufs parce que c'est chaud, quoi. Mais donc, les reines, elles sont aussi très incarnées, elles sont dans leur corps, dans l'instant avec cet élément et ça coule de source, on est bien avec l'élément, c'est fou. Et les rois, elles sont beaucoup plus à l'image de l'empereur dans le fait d'avoir une vision, c'est des visionnaires, et elles sont les gardiens de cet élément, et elles s'en emparent, et elles le connaissent, mais parfois d'une façon qui est plus en décalage, parce que leur objectif n'est pas tellement de vivre au rythme de cet élément. Pour le dire crûment, les rois, ils en ont rien à foutre. Et elles en ont rien à foutre d'être dans cet élément-là maintenant tout de suite. Et elles veulent le projeter, le donner, l'activer, le filer à d'autres, nous filer ce virus, dans le sens positif. Et du coup, c'est des excellents activistes aussi, parce qu'elles vont, voilà, hein, comme l'empereur, avoir cette vision, cette capacité d'organisation et de construction, et donc activistes dans ce sens-là, tandis que les reines, elles vont plutôt être dans le changement du quotidien, l'intégration du changement, et le fait d'agir à un niveau qui est plutôt micro, mais qui peut avoir un impact incroyable. Si tu as un doute sur les rois et les reines qui relèvent pas de ce genre de choses, je te conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur les figures comme des parts de nous, parce que ça c'est la base de ma façon de lire les figures, c'est qu'elles sont avant tout pour nous, et du coup elles activent quelque chose en nous, et c'est pas tellement des personnes extérieures. Mais là je vais pas revenir dessus, sinon coucou, on est encore là dans 3 heures. Je trouve que cette différence entre roi et reine se retrouve assez bien dans le Fée Spirit Tarot, donc je vous montre quand même ça rapidement, avec ici les bâtons, ici
les épées. Vous voyez le côté beaucoup plus posé de la Lorraine et le côté activiste, porteuse de l'élément avec la carte du roi. Voilà, bon alors la coupe étant un élément beaucoup plus posé, du coup on a deux personnes posées, mais on a quelque chose de plus intimiste ici, et là si j'ai bien compris c'est comme une star de la télévision américaine qui a été représentée. Et pareil, hein, le côté posé avec l'élément terre des pentacles, et en même temps quand même une application de l'élément qui est très très différente. On pourrait dire que dans l'avancée des différentes cartes des majeurs, au niveau de la ligne, je cherche ces cartes, voilà, au niveau de la ligne qui commence avec la force, on est aussi dans une notion de déconstruction, comme si on posait ses bases et ses appuis avec la première ligne jusqu'au chariot, et puis on commence quand même avec les amoureux, amoureuses et puis le chariot à remettre en question une partie des bases et à essayer de se questionner par rapport à ça, et il y a une espèce de déconstruction dans la ligne qui commence avec la force, où on est en quête de quelque chose. On cherche quelque chose, on cherche sa place peut-être. Et pour ça, il y a des choses qu'il faut sacrifier, il y a des choses qui doivent mourir. Et c'est malgré tout une ligne qui est assez difficile, et aussi qui, en tout cas, Lynn Simak, elle parle aussi beaucoup de ça, où il y a beaucoup de choses qui doivent prendre du temps. Même c'est une ligne où les choses avancent pas toujours aussi vite qu'on le voudrait. Surtout, on a terminé avec le chariot où ça va beaucoup trop vite parfois, où en tout cas on cherche son rythme, et on a un temps d'arrêt qui est marqué, plutôt présent dans des cartes comme celle de là, le pendu, mais qu'on va retrouver tout au long de cette ligne qui nous mène jusqu'à la tempérance. Ça ralentit. Et du coup, l'ermite, la carte numéro 9, oui, la lumière, et une excellente carte qui symbolise ce ralentissement. On a ici le slow roller et le fist spirit. C'est la carte qui est représentée par le signe de la Vierge, alors, le signe astrologique de la Vierge. Je suis ascendant Vierge, j'aime bien l'ermite. On a toujours, quasiment systématiquement, l'idée d'une lanterne ou d'une flamme ici. Vous n'allez rien voir parce que vraiment je suis trop près de la lumière. Notre petite flamme intérieure, de la trouver, de se poser avec elle. L'ermite, ça fait aussi référence à la marginalité, hein. Faut pas aller chercher très loin ce que l'archétype de l'ermite représente. C'est de chercher le sacré, ou de chercher sa vérité en prenant du recul. C'est un recul qui peut être très littéral, tout comme ça peut être d'occuper une position qui est marginale, qui est un peu disruptive dans comment on est centré sur une forme de vérité qui ne va pas forcément être celle qui est la plus globalement admise, et qu'en même temps, grâce à ça, on a quand même cette fonction, non seulement de se trouver soi-même, de trouver notre propre lanterne, notre propre... pas boussole, parce que ça va être un peu plus référence à la carte de l'étoile, encore que, mais notre lumière, et de pouvoir à un moment l'emmener vers d'autres. Alors je vais vous montrer dans le Dismaker, du coup j'aime bien. C'est souvent une carte d'hiver dans beaucoup de jeux. Et on a aussi cette notion de rester au calme, de conserver son énergie, alors que bon, souvent l'ermite est quand même une carte qui est dehors dans l'hiver, donc on a ce truc là, mais tout va forcément avancer plus lentement, quoi. On est au milieu d'une tempête de neige dans certaines cartes. Voilà, ça revient aussi souvent, qu'elle est comme ça sur une falaise, et que de cette lumière qu'elle a trouvée dans son pèlerinage, dans sa quête, dans sa solitude assumée, et elle, à un moment, devient en mesure non seulement d'éclairer son propre chemin, mais aussi d'éclairer d'autres personnes. Avec cette position marginale qui est privilégiée, et donc par exemple dans une lecture queer du tarot, on a cette notion, toutes ces notions de solitude, de spiritualité, de quête spirituelle aussi, mais aussi de ces démarches qu'on éclaire le mieux la norme, et que de nos corps divergents qui ne correspondent pas aux normes, qui sont handis ou qui sont d'autres choses, eh bien on a la possibilité de montrer la norme, de montrer les dominants-dominantes, les systèmes de domination, et de faire
de se donner les moyens après d'arriver avec ces connaissances-là pour les déconstruire aussi et idéalement les démolir. C'est un bien grand mot, la vérité, mais l'idée c'est qu'il y a quand même, on recherche quelque chose. Et la vérité, c'est certainement pas ce qu'on va trouver, mais on doit prendre un recul à l'intérieur de soi, dans la solitude, ou en s'éloignant physiquement. Et ça prend du temps, mais parce qu'on cherche quelque chose qui va être plus aligné pour nous, ou bien de pouvoir être en phase avec notre position plutôt marginale, sans idéalisation de la liminalité ou de la marginalité, de ce que ça veut dire de prendre ce pas de côté-là, parce que souvent c'est difficile. Et donc on a aussi la notion de sacrifice et de lâcher prise qu'on va retrouver à dans quasiment toutes les cartes de cette ligne entre la force, ici l'ermite, la roue de fortune. Du coup, on est dans le tumultueux, peut-être moins dans la notion de sacrifice, mais on va être réinvité à faire des sacrifices avec la justice qui vient trancher, qui fait qu'on doit se positionner et faire des choix. Et puis, avec là où le pendu, on a encore quelque chose, un thème qui revient aussi chez l'ermite, qui est celui de lâcher prise, de changer de point de vue, de prendre ce recul. Et puis la mort, évidemment, il y a des choses à perdre, il y a des sacrifices à faire. Et muer cette peau-là se fait souvent dans la douleur. C'est pas si facile de dire au revoir à certaines choses. Et puis, on va arriver à la tempérance, qui est la seconde carte sur laquelle on m'avait posé des questions à cette ligne-ci, où on commence à prendre ses marques. Voilà, c'était très bref, c'est vraiment pas tout ce qu'il y a à dire sur l'ermite, j'insiste. Une des choses qui nous symbolise déjà le vent d'optimisme qui règne avec la tempérance, c'est que c'est une carte qui est la carte du Sagittaire. Donc on a déjà cette idée d'expansion de Jupiter, la planète du Sagittaire, et puis cette curiosité, cette ouverture d'esprit du signe du Sagittaire après la période, quand même une certaine forme de rétraction qui vient avec cette ligne-ci. Alors, elle est très très riche en symbolique cette carte. On pourrait évidemment parler du mélange de l'eau et du feu et toutes ces choses, mais ce que m'a dit la personne qui m'a posé la question de cette carte, c'est l'impression que c'est une carte du centre mou. C'est un sujet sur lequel dont on parle souvent quand on parle de la tempérance, mais du coup c'est plutôt là-dessus que je vais rebondir, parce que c'est pas si facile d'appréhender l'équilibre qui vient avec la tempérance. On a l'impression qu'on nous demande d'arrondir les bords, ou d'être moins rebelle, d'être moins contestataire, moins enragé, moins ceci. Et que c'est en fait une carte de modération, hein, comme d'ailleurs le terme nous fait aussi penser, avec tout le contexte qu'il y a autour, aux luttes pour la tempérance, donc les luttes anti-alcooliques, très moralisatrices, très conservatrices qu'on a pu voir, notamment au 19e et au début du 20e siècle. Et donc, cette idée de modération, elle nuit quand même assez bien à la réflexion qui vient avec la tempérance, qui, plus que le centre mou, c'est une question de juste milieu. Et par rapport à tous les dualismes dont on a déjà parlé, hein, par exemple l'impératrice et l'empereur, magicien, grande prêtresse, ou prêtresse et hiérophante, ici on est dans l'intégration du fait qu'on a une existence au-delà des polarités. Et de toutes les polarités de genre, mais aussi les autres, qu'on n'est pas forcé de s'étirer entre des dualismes, entre des aspirations complètement opposées, et qu'on peut juste être... dans le théâtre tarot, je ne vais pas la ressortir, mais elle s'appelle la grâce. C'est quand même très chouette, et aussi dans un autre tarot, je crois que elle a été appelée grâce. C'est cet instant de grâce, c'est cet instant, et... On a beau dire les arcanes majeures, ils ont des impacts plus longs dans nos vies et tout, c'est assez rare d'être dans ces instants de grâce où on se sent renaître. C'est pas pour rien que c'est la carte qui vient après la mort. On a eu des déchirements, on a pu être déchiré entre ses pôles, mais là où on revient, on sent notre centre de gravité. On se sent bien, on a la possibilité de s'étendre et de dépasser certaines de nos polarités. J'ai aussi été tout un moment dans ma vie très très à l'aise avec ça, le fait d'être tout l'un ou tout l'autre, d'être soit dans des phases de dépression profonde, soit d'être dans une euphorie
parfois très très extrêmes, ou même juste d'avoir... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails personnels, il y a déjà plein de vidéos là-dessus. Mais en même temps, c'est une carte qui est tellement douce. Et on peut assez facilement, en tout cas moi j'ai eu ça quand même vraiment très très longtemps dans ma vie. Et comme c'est la carte qui vient après la mort, je vais le dire, une espèce de fascination, d'esthétisation de la mort, du fait d'être à fond, d'être quelqu'un qui est tellement too much et tout. C'est que ni bien ni mal, hein, il n'y a aucun jugement là-dedans, mais il faut imaginer ces moments où on arrive à être en suspension par rapport à tout ça, et être dans l'alchimie, qui est aussi un mot-clé de la tempérance, à mêler des choses qui ne sont pas censées l'être, qui auparavant, comme on les voyait, c'était d'office sans nuance, il n'y avait pas moyen, et là, on arrive à trouver quelque chose qui fait sens. Et par rapport au fait que, par exemple, le climat politique, comment on se positionne sur les réseaux sociaux, où on est censé avoir un avis sur tout, et où on est à fond dans le clash tout le temps, les leçons de la tempérance, elles sont d'une actualité... énorme, quoi, de juste pouvoir se dire j'ai pas forcément d'avis sur tout, et puis j'ai envie de voir les choses en nuance, et c'est plus compliqué que ça, et dès qu'on est dans une opposition totale et irrémédiable, en réalité on a déjà abandonné le combat, parce que c'est un combat à mort, quoi. Tandis que si on peut voir des nuances et l'humanité dans l'autre aussi, même si l'autre est dans une violence extrême, on arrive quand même à créer la possibilité de changement dans cette alchimie. Je vais chercher une carte. Vous voyez, avec l'alchimiste, qui est la tempérance du slow roller, on voit vraiment bien à quel point on arrive à mélanger des principes qu'on pensait impossibles à mélanger, en l'occurrence souvent représentés par l'eau et le feu, et que les vapeurs qui en émanent, à la fois de vapeur et fumée, disons, nous transforment, nous régénèrent, et qu'on passe à autre chose. Et donc, après la mort, vient la renaissance. Et après la tempérance vient le diable, dont on va parler après, mais qui souvent est aussi associé à, de nouveau, des excès, des extrêmes. Alors, je ne pense pas qu'il faut cantonner le diable à ça, mais c'est quand même aussi intéressant par rapport à certaines des caricatures qu'on peut faire sur ces cartes-là, de voir où ça se positionne. Parce que ce sont des instants de grâce aussi, ces renaissances-là. Et même si leurs effets vont se faire sentir longtemps, est-ce que vraiment on ressent cette... il y a quand même une certaine plénitude avec la tempérance très longtemps? Non, on va l'intégrer, on va la dissoudre, et ça va donner autre chose. Donc comment on va se réapproprier les choses et continuer à se transformer dans les arcanes, dans la suite des arcanes majeures, toutes les dernières, cette fameuse ligne de la renaissance après la ligne de la mort. Elle, c'est une amorce, et elle est un peu entre les deux. On est un peu dans le suspens, on est presque dans les limbes entre la mort et la remise en question et la reconstruction, et qu'est-ce qui va renaître, qu'est-ce qu'on va reconstruire, et comment on fait mieux pas comment on fait mieux, mais comment on fait plus juste, plus aligné, quelque chose qui sonne mieux pour nous. Ça va, Diesel? Oh, le chat fou. Oh. Vas-y, tu peux passer. Évidemment, le Théataro, qui est un jeu féministe lesbien des années 80, nous propose une vision assez radicalement différente de ce que peut être la tempérance, avec non pas deux pôles, deux oppositions, une voie de médiation entre des dualismes. Sawin, elle avance. Je sais pas si elle n'est pas coincée. Attends, je vais arriver pour montrer aux gens. Je vous montre parce que ça, c'est le coussin de Sawin en ce moment sur lequel elle dort la nuit. Et alors, elle a été se mettre dedans et le coussin se déplace tout seul dans la maison pendant qu'on continue la vidéo. Ça va, Sawin? Oh, que t'es filous. Donc, rien à foutre des dualismes, des oppositions, de toutes ces choses-là. Non! On est dans la multiplicité, et on enfile cette multiplicité. On n'a pas besoin de les séparer, mais on n'a pas non plus besoin de les fusionner, comme dans certaines représentations de la tempérance. Chacune des parties de nous aussi a sa place ici, et on dirait que la guirlande est aussi nouée autour de sa taille, comme si on avait ce fameux centre de gravité, ce fameux équilibre. C'est ma tempérance préférée, je pense. C'est une tempérance de la multiplicité. Ouais,
c'est vrai que l'idée de fusion qu'on a parfois, d'équilibre entre les deux pôles et tout, de médiation, ça nous sort pas tellement des grosses... d'une grosse pensée binaire. Donc en fait, big love pour la grâce qui est la tempérance dans ce jeu-ci. Merci pour votre écoute, les gros bidous. Je vous dis à tout de suite si elle est déjà publiée ou à dans quelques heures ou quelques jours si ce n'est pas encore le cas pour la dernière vidéo où on va plonger dans la 3e ligne de l'arcane majeur avec le diable, l'étoile, le soleil et le jugement. Et puis, c'est toujours la même chanson. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce vers le haut, soutenir mon travail en regardant les liens en dessous pour voir ce que je fais d'autre et où et comment me soutenir. Et ben voilà quoi. Ciao, ciao!